Faire une randonnée en plein air, à la montagne ou ailleurs, est le plus souvent un moment de plaisir et de détente, mais la nature peut se montrer impitoyable. Chaque année, des randonneurs et randonneuses ont des accidents, se perdent, voire même disparaissent à jamais. Et pour survivre, certains randonneurs perdus tentent d'alerter les secours à l'aide de grands SOS pouvant être vus du ciel. En général, quand les secours aériens voient ces SOS, les randonneurs sont sauvés. Mais dans de rares cas, il n'en est rien. C'est même tout le contraire, ce n'est que le début du mystère. Et c'est l'histoire vraie que je vais vous raconter aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous présenter une énigme irrésolue qui passionne les internautes du monde entier. Ça va être l'occasion d'aller au Japon, un pays qui fascine beaucoup de monde. Mais avant, il faut que je vous parle de CyberGhost VPN qui est le sponsor de cette vidéo. CyberGhost VPN est le leader mondial de la sécurité avec plus de 15 ans d'expérience et 38 millions d'utilisateurs à travers le monde. Et CyberGhost VPN est également le VPN le plus recommandé sur Trustpilot. Comme vous le savez, Internet n'est pas très sûr et pour éviter de se faire pirater ou d'être victime de sites malveillants, une des meilleures solutions est d'utiliser un VPN, un réseau privé virtuel. Un VPN vous permet de masquer votre adresse IP et surtout de chiffrer vos données et de rediriger l'intégralité de votre trafic Internet via un tunnel sécurisé. C'est parfait pour surfer anonymement et en toute sécurité, que ce soit depuis la maison ou depuis un réseau Wi-Fi public. Mais en plus, CyberGhost VPN vous permet d'accéder à du contenu géographiquement bloqué sur plus de 40 plateformes de streaming, comme Netflix, Disney+, Amazon Prime et bien d'autres. Et ce, avec tous les systèmes d'exploitation, Apple, Android, Windows. Et sur 7 appareils différents. Vous pouvez donc en faire profiter tous vos proches. Et en changeant votre localisation en ligne avec CyberGhost vers la Belgique en seulement 3 clics, vous pouvez accéder aux courses automobiles et motos en français et gratuitement depuis les chaînes locales. Et en utilisant le lien dans la description, vous bénéficierez d'un tarif spécial de 2,03 € par mois, soit une remise de 83% et 4 mois offerts. Et si vous n'êtes pas convaincu, CyberGhost VPN offre une garantie de 45 jours, satisfait ou remboursé. Avec un support client français disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Alors profitez-en pour tester. Partons au Japon, à Hokkaido, l'île la plus au nord de l'archipel. Réputée pour sa nature brute et son atmosphère paisible, Hokkaido abrite notamment le parc national de Densetsu-san, un vaste espace à la beauté sauvage. Surnommé l'heure de jeu des dieux, ce parc national abrite des volcans en activité et des montagnes majestueuses, notamment le mont Asahi, qui est la plus haute montagne d'Hokkaido. D'une altitude de 2291 mètres, le mont Asahi est le paradis des randonneurs qui se baladent entre pics volcaniques et prairies. Le sentier de randonnée qui mène au sommet de cette montagne est considéré comme plutôt simple. Comme vous le voyez sur cette carte japonaise, il s'agit en gros d'avancer en ligne droite de l'ouest vers l'est. Mais il ne faut pas se fier aux apparences. Vous devez rester vigilant car au fur et à mesure que vous grimpez, il y a de moins en moins de végétation. Vous êtes face à un terrain nu sans repère. Et le tracé du sentier n'est alors plus très évident. Il devient difficile de savoir où vous allez exactement. Il est donc conseillé aux randonneurs de se servir d'un point de repère visuel. Et pour s'orienter sur le mont Asahi, les marcheurs prennent comme repère un gros rocher carré connu sous le nom de rocher sûr. Une fois arrivés au rocher sûr, le reste du sentier est facile à retrouver et à suivre jusqu'au sommet. Seulement il faut encore se méfier car on retrouve dans la même zone un autre rocher carré qui ressemble énormément au rocher sûr. Les locaux le surnomment le faux rocher sûr. Et si vous confondez le faux rocher sûr avec le vrai, vous risquez d'emprunter un mauvais chemin. Vous faites en gros un virage à angle droit de 90 degrés à droite, vers le sud. Au début, vous avez l'impression de toujours progresser vers le sommet de la montagne, mais en fait, vous commencez à descendre progressivement. Et si vous ne vous rendez pas compte de votre erreur, vous entrez alors dans une vallée envahie par d'épais bambous, une plante japonaise nommée zaza qui est un bambou à larges feuilles. C'est très facile d'entrer dans ce secteur par le haut, mais apparemment c'est quasiment impossible de remonter parce qu'il y a une falaise. Et apparemment il est très difficile de s'extraire de cette zone parce qu'elle est envahie par d'énormes bambous, on ne voit pas grand chose et le terrain est marécageux. Dans le passé, plusieurs randonneurs se sont déjà perdus dans cette zone périlleuse, et c'est justement ce qui s'est passé durant l'été 1989. Fin juillet 1989, 2 Japonais originaires de Tokyo qui visitent le parc national de Densetsu-san veulent faire la randonnée jusqu'au sommet du mont Asahi. Ils partent donc, mais au cours de la balade, ils se trompent de chemin. Ils confondent le rocher sûr avec le faux rocher sûr,
Ils prennent donc un mauvais chemin et dévient vers le sud, vers le bas de la montagne. Ils descendent dans la vallée et finissent par se perdre dans la fameuse zone envahie par les bambous, non loin de la rivière Shubetsu. Le soir, les deux randonneurs ne donnent plus aucune de leurs nouvelles à leurs familles et amis. Ces derniers contactent alors la police d'Hokkaido pour signaler leur disparition. Et le 24 juillet 1989, les autorités lancent une opération de sauvetage pour tenter de retrouver les deux randonneurs. Des moyens terrestres sont déployés et un hélicoptère survole le secteur. Le pilote d'hélicoptère survole un bon moment cette région qui est assez sauvage et qui est complètement inhabitée, quand tout à coup il aperçoit quelque chose au sol. Dans une grande clairière dégagée, il lit 3 énormes lettres formant le mot SOS. SOS est un code international pour signaler une détresse extrême et une demande d'assistance immédiate. En code morse, SOS équivaut à Save Our Souls, c'est-à-dire sauver nos âmes. Donc quelqu'un, certainement en difficulté, a fabriqué un énorme SOS, visible seulement du ciel. Il a fait ça pour signaler sa position. Donc là, l'hélicoptère atterrit, l'équipage descend et il commence à regarder autour. Ils s'attendent à voir les deux randonneurs japonais qui ont disparu peu de temps avant, mais ils constatent qu'il n'y a personne. Il n'y a pas âme qui vive. Perplexes, ils inspectent l'énorme signal qui a été construit par terre et ils se rendent compte qu'il est composé de 19 morceaux de troncs de bouleau, chaque morceau faisant environ 5 mètres de long. Ce message visuel a été construit en mettant des troncs coupés les uns à côté des autres. Et ça a sûrement demandé un travail de dingue, ça a demandé énormément de boulot, sans mauvais jeu de mots. Ce SOS géant est situé à un peu plus de 4 km au sud-sud-est du sommet du mont Asahi. Vous voyez l'endroit très précis sur la carte. Par la suite, les secours fouillent quand même de manière plus approfondie le périmètre, mais ils constatent qu'il n'y a toujours personne. Bizarre donc. L'hélicoptère repart et inspecte ensuite la vallée de bambous à proximité, sans plus de réussite. Informé qu'on a trouvé ce SOS, le QG des recherches envoie quand même des renforts. Il envoie de nouvelles équipes au sol pour ratisser la zone. Et un peu plus tard, des sauveteurs réussissent à retrouver les deux randonneurs. Ils réussissent à localiser les deux randonneurs disparus. Les deux Japonais qui se sont perdus et qui étaient en difficulté. Les deux hommes sont épuisés, déshydratés, affamés mais sains et saufs. Et ils sont vraiment soulagés d'avoir été secourus. Bien qu'ils ne soient pas blessés, les deux hommes sont quand même transportés jusqu'à un hôpital où ils reçoivent de légers soins. Tandis qu'ils se rétablissent tranquillement, des policiers et des sauveteurs vont leur rendre visite dans leur chambre d'hôpital. Ils vont discuter avec eux et au cours de la conversation, un policier fait remarquer aux deux randonneurs qu'ils ont vraiment été très malins de construire le gros signal SOS. Parce que c'est ce qui a permis d'orienter les recherches dans ce secteur et de les retrouver. Mais quand il leur dit ça, les deux randonneurs sont perplexes. Ils se regardent l'un l'autre sans comprendre. Ils ne comprennent pas parce qu'en fait, ils n'ont construit aucun SOS. Ce n'est pas eux qui l'ont fait. Et quand on réfléchit un peu, c'est vrai qu'on se rend compte qu'il aurait été impossible pour eux de construire ce gros signal aussi vite. Et quand ils entendent ça, les policiers se disent qu'il faut tout de suite renvoyer des secours dans la montagne, parce que si ça n'est pas ces deux randonneurs qui ont construit ce SOS, ça signifie que quelqu'un d'autre est toujours en détresse, quelque part, près du mont Asahi. Tôt le lendemain matin, des sauveteurs retournent donc dans la montagne, sur le site du mystérieux SOS, où ils passent le secteur au peigne fin. Ils fouillent minutieusement le terrain et ils font plusieurs trouvailles. Ils trouvent des fragments d'os humains, dont certains sont brisés. Ils ont été brisés peut-être alors que la personne était toujours en vie. Certains ossements présentent aussi des traces de morsures d'animaux, certainement charognards. Et ce n'est pas tout. Dans un trou, on trouve un certain nombre d'objets. On trouve notamment un sac à dos, une trousse de toilette, des lunettes d'homme, des chaussures de sport et plus surprenant, un magnétophone avec 4 cassettes audio. On récupère aussi parmi ces affaires un permis de conduire. Et ce document est très important parce que il permet de fournir potentiellement l'identité du corps qui a été retrouvé. Le permis de conduire est au nom de Kenji Iwamura, un employé de bureau de 25 ans originaire de Konan, une ville située dans la préfecture d'Aichi, sur l'île de Honshu, au Japon. Iwamura avait été porté disparu le 10 juillet 1984 après avoir entrepris une randonnée sur le mont Asahi. Quand le soir le jeune homme n'était pas revenu au lodge où il séjournait, le géant avait donné l'alerte. La police locale avait alors tenté de localiser le randonneur, sans résultat. Il n'avait trouvé aucune trace de lui.
Pour tenter de comprendre ce qui est arrivé à Kenji Iwamura, la police examine ses affaires. Et il trouve le magnétophone qui, précision pour le jeune public, est un appareil permettant d'enregistrer les sons sur une cassette contenant une bande magnétique. Cette bande magnétique est enroulée dans une bobine ou une cassette. Les magnétophones ne sont plus très utilisés à notre époque, enfin s'il y a quand même encore les dictaphones, mais il faut savoir que dans les années 80, c'était vraiment très utilisé. Comme déjà dit, on a retrouvé plusieurs cassettes audio dans les affaires récupérées près du SOS mystérieux. Et fait étonnant, on se rend compte que quelqu'un a enregistré sur ces cassettes audio des musiques de séries d'animation japonaises. Sur une des cassettes, on entend la musique de la série Magic Princess Minky Momo, qui est plus connue en France sous le nom de Gigi. Cette série a été diffusée dans l'Hexagone à partir de 1984. Et sur une autre cassette audio, on entend la musique de Macross, plus connue en France sous le nom de Robotech, un dessin animé diffusé à la télévision française à partir de 1987. Tout ça, ça peut nous faire dire que la personne qui a enregistré ces musiques, peut-être Kenji Iwamura, était fan de manga. Et hasard ou coïncidence, il existe un autre lien beaucoup plus inattendu entre cette affaire, donc les faits qui se sont déroulés sur le mont Asahi, et une autre série animée. Car dans un manga de la série Astro Boy d'Osamu Tezuka, un manga qui a donné lieu à une série télé d'animation de science-fiction plus connue en France sous le nom d'Astro le Petit Robot, Astro fabrique dans une de ses histoires un signal SOS sur la Lune. Et il construit ce signal en utilisant des morceaux de bois mort, exactement comme Kenji Iwamura. Au moment de l'affaire, certaines personnes au Japon se sont rendues compte de ce lien possible. On ne sait pas si le randonneur Kenji a eu l'idée de fabriquer ce SOS après avoir lu le manga Astro Boy, mais le plus surprenant va suivre. Parce que le magnétophone de Kenji contient encore une cassette. Et bien entendu, un policier va appuyer sur le bouton de lecture. Et ce qu'il entend alors est assez bizarre. Vous allez maintenant entendre l'enregistrement. Cet enregistrement audio en langue japonaise est assez dérangeant. On entend visiblement quelqu'un appeler à l'aide et on pense que ce jeune homme est Kenji Iwamura. La traduction du message est la suivante. Lorsqu'ils entendent ce message audio, les policiers japonais présument que c'est bien Kenji Iwamura qui l'a enregistré. Parce que cette cassette audio a été retrouvée avec ses affaires, près de son sac à dos et du grand signal SOS. Et ils en concluent logiquement que c'est bien lui qui a construit ce SOS. Il a dû le faire en juillet 1984 quand il était perdu. La police d'Hokkaido croit alors avoir résolu ce mystère de disparition qui était vieux de 5 ans. Mais en ce qui concerne les circonstances exactes du drame, c'est l'inconnu. On ne sait pas vraiment ce qui est arrivé à Kenji Iwamura. On suppose qu'en montant vers le sommet du mont Asahi, il a confondu le faux rocher sûr avec le vrai rocher sûr. Et comme les deux hommes de Tokyo 5 ans plus tard, il a pris une mauvaise direction. Kenji est alors descendu dans la vallée envahie par les bambous et s'est finalement perdu. Il a tenté de se frayer un chemin à travers la végétation très épaisse et s'est retrouvé au bord d'une falaise. Ne sachant plus où elle est, il s'est arrêté et a entendu un hélicoptère passer dans le ciel. Il a voulu leur faire signe mais personne ne l'a vu et l'hélicoptère est reparti. Le randonneur a alors attendu un moment que l'hélicoptère revienne, mais au fil du temps, il a réalisé qu'il n'en reviendrait jamais. Et désespéré, il a enregistré un message audio, volontairement ou involontairement, on en reparlera plus tard, et il est reparti. Kenji a réussi à force d'effort à sortir des bambous et il a atteint une clairière sur le flanc de la montagne. Un endroit dégagé où il a construit un grand message SOS visible du ciel. Kenji pensait certainement que ce SOS était son ticket de sortie, c'était sa dernière cartouche, sa dernière solution pour sortir de là. Malheureusement, ce SOS n'a été retrouvé que 5 ans plus tard, complètement par hasard.
Suite à leur découverte, les ossements humains sont envoyés à l'université de médecine d'Asahikawa. Et des analyses confirmeront que ce squelette partiel est bien celui de Kenji Iwamura. Le randonneur serait donc décédé près de son signal SOS en attendant les secours. Vu le peu d'éléments en leur possession, les experts nippons ne sont pas en mesure de déterminer la cause exacte du décès. Mais ce qui est sûr, c'est que les enquêteurs ont déclaré qu'ils ne soupçonnaient aucun acte criminel dans la mort de Kenji. Et la police a tout simplement classé l'affaire par la suite. À première vue, la disparition et la mort de Kenji Iwamura ont l'air de n'être qu'un drame de la montagne de plus. Seulement quand on va dans le détail, on se rend compte que pas mal de points clochent. Quand on examine les faits dans cette affaire, on se rend compte qu'il y a quand même des problèmes. Des problèmes très concrets, comme d'abord de savoir comment ce randonneur a réussi à construire ce gigantesque SOS tout seul. Car pour mémoire, les 3 lettres ont été fabriquées avec 19 tronçons de bouleau, et chaque lettre mesurait presque 5 mètres de haut pour 3 mètres de large. Ces morceaux de bouleau avaient à peu près la même longueur, et ils semblaient avoir été coupés de manière experte. Ce qui laissait supposer qu'elles avaient été coupées avec une hache ou une tronçonneuse. Or, on a un petit problème, c'est que on n'a jamais retrouvé aucune hache, que ce soit près du SOS ou dans le secteur. Donc, où est passée cette hache? Et c'est pas tout, même avec une hache, il fallait quand même couper plusieurs arbres. Et je peux vous garantir, pour l'avoir fait, que c'est épuisant de couper des troncs à la hache. Même pour un homme en bonne forme physique, dans les meilleures conditions possibles, ça aurait été très compliqué de construire ce signal. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en plus, après s'être perdu, Kenji était certainement épuisé, il était déshydraté, peut-être même blessé. Il était dans le pire état possible et on ne comprend pas vraiment comment il a fait pour couper 19 morceaux de bouleau. Certains d'entre vous vont me dire que c'était l'énergie du désespoir, bon ok, à la rigueur, pourquoi pas. Mais il fallait encore transporter ces 19 énormes troncs, ces 19 morceaux d'arbres jusqu'à la clairière. Parce que les bouleaux n'étaient pas tout près, ils étaient à plusieurs centaines de mètres. Et porter ou tirer des troncs d'arbres à main nue sur un terrain qui n'est pas plat, c'est très difficile. C'est exténuant, et vous pouvez vous faire un tour de rein. Et tous ceux qui ont connu Kenji de son vivant ont expliqué qu'il était mince et faible. C'était pas vraiment Thibaut InShape. Donc quand on réfléchit après coup, on a vraiment du mal à comprendre comment le japonais a réussi à faire ça. De l'avis de tous, il n'en avait pas la capacité physique. Il n'était pas bûcheron professionnel, mais employé de bureau. Son truc, c'était plus se servir d'une photocopieuse que d'abattre des arbres à la chaîne. Donc, premier problème de taille, comment Kenji a-t-il fait ce signal? Parce qu'il fallait une force presque surhumaine pour le réaliser. À moins que le randonneur n'était pas seul. C'est une théorie qui a circulé après la découverte du SOS en 1989. Car pas mal de monde se posait des questions, à commencer par la famille de Kenji. Parce que quand monsieur et madame Iwamura ont entendu la première fois l'enregistrement audio, ils n'ont pas reconnu leur fils. Ils ont déclaré que la voix de l'homme sur la cassette ne ressemblait pas à celle de Kenji. Ce qui a eu pour conséquence d'alimenter la théorie selon laquelle Kenji n'était pas seul. C'est la personne avec lui qui aura enregistré le message, seulement on n'a aucune idée de l'identité de cette personne et on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Parce qu'on n'a retrouvé qu'un seul squelette partiel sur le site. Donc tout ça est assez trouble. Et le mystère de ce dossier s'épaissit encore un peu plus quand on sait que les premières analyses réalisées par l'université de médecine d'Asahikawa en 1984 ont conclu que les ossements retrouvés près du SOS étaient ceux d'une femme. Une femme non identifiée dont le groupe sanguin appartenait au type O. Évidemment, cette nouvelle a provoqué beaucoup d'agitation dans les médias et pressée de s'expliquer, la police a finalement expliqué que ça n'était qu'une erreur. Et après réexamen des restes, la police a annoncé que ce squelette n'était pas féminin, mais bien masculin. Celui de Kenji Iwamura, bien sûr. Et de toute façon, c'est vrai que aucune femme n'avait été portée disparue sur le mont Asahi à la période de la disparition de Kenji. Donc tout ça pose quand même question, est-ce qu'il y a juste eu un loupé, un gros cafouillage, ou alors est-ce que les autorités ont voulu cacher quelque chose? En tout cas, les autorités japonaises ont vite clos la discussion et refermé le dossier. Peut-être parce qu'au Japon, on n'aime pas trop faire de vagues. C'est dans la culture. Et puis, c'est assez connu que les petites forces de police n'ont parfois pas trop envie de se fatiguer. Elles n'ont pas trop envie de se fatiguer à enquêter. On n'a, semble-t-il, pas voulu plus creuser les choses dans cette affaire, et c'est bien dommage parce qu'il y a d'autres problèmes encore. Par exemple, on ne sait pas quand ce signal a été exactement fabriqué.
Tout ce qu'on sait, c'est que les lettres SOS existaient en 1987, 3 ans après la disparition de Kenji. Et on en est sûr parce que l'agence forestière japonaise et l'autorité géographique, qui établissent des cartes topographiques, ont trouvé des photographies aériennes sur lesquelles figure le fameux SOS. Ces photos ont été prises le 20 septembre 1987. Par conséquent, ce mystérieux SOS existait déjà 2 ans avant sa découverte. Autre zone d'ombre, comment se fait-il que personne n'ait vu ce signal pendant toutes ces années? La région n'est pas trop fréquentée, mais quand même. C'est un parc national, donc il y a des visiteurs, il y a quand même des gens qui viennent randonner dans cet endroit. C'est un parc national touristique assez populaire au Japon, il y a quand même des gens qui viennent chaque année. Il est survolé aussi, que ce soit par des avions, des hélicoptères, des drones, et personne n'a rien vu. Penchons-nous maintenant sur l'enregistrement audio. Quand on écoute l'enregistrement, on se rend compte que la personne qui parle sur la bande a une façon assez particulière de s'exprimer. L'homme qui parle découpe les syllabes. Et là, il y a peut-être une explication rationnelle. Peut-être que si c'est bien Kenji qui a enregistré ce message, il a découpé les syllabes pour mieux se faire comprendre. Et son plan était peut-être d'enregistrer ce message d'une voix haute et claire pour le diffuser ensuite en boucle. Ça aurait peut-être pu lui permettre de continuer d'appeler à l'aide, même en cas d'extinction de voix ou quand il aurait été trop faible pour crier. Et cet enregistrement audio présente aussi une zone d'ombre. Déjà, certains se sont demandé si cet enregistrement ne se serait pas déclenché accidentellement. Mais ça paraît peu crédible parce que quand on entend la façon dont parle l'homme sur la bande audio, il a vraiment une façon très peu naturelle d'épeler les syllabes, de les découper. On a vraiment l'impression qu'il fait ça pour être sûr d'être bien compris. Tout laisse à croire que ce message a été enregistré intentionnellement et non accidentellement. Autre point qui pose question concernant cet enregistrement, c'est la qualité sonore de cette bande. La qualité sonore est plutôt bonne et c'est quand même surprenant parce que dans la nature, il y a quand même beaucoup de sons parasites. Il y a par exemple le bruit du vent qui peut rentrer dans le micro et qui fait des sons très désagréables. Alors que dans l'enregistrement fait supposément par Kenji, la qualité sonore est plutôt bonne. Mais en l'écoutant plusieurs fois attentivement, je me suis rendu compte qu'il y a quand même plusieurs sons qui sont assez difficiles à identifier. Et pour que vous fassiez votre avis, je vais vous les passer plusieurs fois en boucle. Ces petits bruits sont assez bizarres. Est-ce que c'est la cassette qui fait ce bruit en tournant? En tout cas, même si je ne sais pas vraiment à quoi ils correspondent, ces sons n'ont pas l'air d'être des sons naturels. Je dois avouer que je n'ai aucune idée de ce que ça peut être et si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Tous ces points sont problématiques et ces nombreuses zones d'ombre font de cette affaire un véritable mystère. Pour finir, je vais revenir sur un point essentiel de cette histoire. Est-ce que Kenji Imamura aurait pu s'en sortir? Est-ce qu'il aurait pu survivre après s'être perdu sur le mont Asahi? Eh bien, c'est triste à dire après coup, mais peut-être que oui. Parce qu'au lieu de dépenser autant d'énergie, une énergie colossale, à construire ce SOS, le randonneur aurait peut-être mieux fait d'essayer de rejoindre la civilisation, donc une zone urbaine à pied. Parce qu'il n'était pas si loin d'une zone habitée. Quand on examine la carte, on s'aperçoit en effet que la clairière où a été fabriqué le SOS est tout près d'une rivière, la rivière Shubetsu. Et si on suit cette rivière vers l'aval, c'est-à-dire dans le sens du courant, on finit par atteindre environ 10 km un hôtel au bord de l'eau, le Oyado Shikishimasu.
C'était peut-être faisable à un moment donné pour Kenji de rejoindre cet hôtel à pied, de parcourir les 10 km le long de la rivière, parce que si c'est lui qui a construit le SOS dans la clairière, il n'était pas blessé à ce moment-là. Il était certainement en mesure de marcher vu qu'il a, a priori, coupé et déplacé seul beaucoup de morceaux d'arbres. Même si on n'a pas connaissance de toutes les données à ce moment-là, il semblerait que Kenji ait fait le choix de rester sur place. On a l'impression qu'il a décidé de rester près du SOS et d'attendre. Et ça c'est quand même rageant parce que quand on sait qu'un être humain marche à une vitesse moyenne de 5 km/h, et même en marchant plus lentement, à 3 km/h le long de la rivière, Kenji pouvait atteindre l'hôtel en un peu plus de 3 heures. Il n'était qu'à environ 3 heures de marche de l'hôtel. Bien entendu, il n'y avait pas de sentier le long de la rivière, c'était pas forcément très facile de marcher, mais bon, Kenji aurait peut-être quand même pu l'allonger, parce que c'est vrai qu'un cours d'eau, c'est quand même un repère visuel facile à suivre. Et s'il avait suivi cette rivière, il serait forcément arrivé à un moment donné près d'une zone d'habitation. Et il aurait été sauvé. En conclusion, ce dossier de SOS mystérieux reste une énigme. Mais l'émission n'est pas terminée, ne partez pas. Car on va voir que les personnes disparues ou en détresse qui ont été sauvées après avoir construit un SOS géant ne sont pas rares. En 2012, 3 personnes se sont perdues en Sibérie occidentale, en Russie. Elles étaient parties cueillir des érelles dans la taïga, la forêt de conifères russes, quand elles se sont égarées. Incapables de retrouver leur chemin, elles se sont dit qu'on allait finir par les rechercher par voie aérienne. Donc elles ont abattu un boulot, elles avaient certainement emporté avec elles un outil de coupe, et elles ont assemblé ensuite les lettres SOS en russe. Elles ont fait ce qu'a peut-être fait Kenji Iwamura en 1989. Pendant 3 jours, les 3 Russes perdus ont attendu, ayant peur des incendies de forêt et des ours la nuit, mais ils ont été finalement secourus après avoir été repérés depuis les airs. Cet exemple remonte à 2012, mais il faut savoir qu'il y a eu un autre exemple beaucoup plus récemment, il y a seulement quelques semaines. Le 31 mars 2024, 3 pêcheurs ont fait naufrage avec leur embarcation sur un atoll isolé du Pacifique, l'atoll de Picklo, qui fait partie des États fédérés de Micronésie au sud-ouest du Pacifique Nord. Suite au naufrage, le trio s'est réfugié sur un petit îlot inhabité. Et en guise de message de détresse, ils ont écrit le mot « help », c'est-à-dire « à l'aide ». Ils ont écrit les lettres sur la plage en utilisant des feuilles de palmier. Et une semaine plus tard, ils ont été repérés par un avion de l'armée de l'air américaine. Les naufragés ont expliqué que pour survivre, ils avaient mangé des noix de coco. Et les militaires ont indiqué que le message qu'ils avaient écrit avait été un facteur crucial dans leur découverte. Fait amusant, un autre sauvetage presque identique avait eu lieu 4 ans plus tôt, en 2020, toujours dans l'atoll de Picklo. 3 marins micronésiens en panne de carburant s'étaient alors échoués sur l'île. Ils avaient écrit les lettres SOS sur le sable avec des feuilles de palmier géantes. Et les 3 hommes avaient été sauvés par la marine australienne. Voilà, c'est la fin de cette vidéo consacrée à ce mystérieux SOS. Une énigme qui reste irrésolue à ce jour, même si les autorités japonaises ont classé cette affaire depuis plus de 30 ans. Si vous avez votre propre théorie sur cette énigme, si vous pensez avoir la solution, indiquez-la dans les commentaires sous cette vidéo. Ça sera toujours intéressant de vous lire. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce en l'air. Un grand merci aussi à celles et à ceux qui partageront cette vidéo sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Parce qu'un petit partage ne coûte rien et c'est une grande aide pour les créateurs de contenu, ça aide à faire découvrir notre travail. Grâce à vous, d'autres spectateurs peuvent découvrir les vidéos. Et pour plus de contenu, je vous invite évidemment aussi, si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne en activant la cloche. De cette manière, vous serez prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sort. Vous serez sûr de ne louper aucune vidéo. Enfin bon, la cloche n'est pas toujours très fiable apparemment, certaines personnes activent la cloche et ne sont pas notifiées des nouvelles vidéos. Donc la meilleure chose à faire, c'est de venir de temps en temps, aussi souvent que possible, voir sur la chaîne s'il n'y a pas de nouvelles vidéos. Pour tout ça, merci du fond du cœur. Un grand merci aussi évidemment à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et si vous êtes à la recherche d'un excellent service VPN à un prix incroyable, cliquez sur le lien dans la description et obtenez une confidentialité numérique complète pour seulement 2,03 € par mois. Si vous ne savez pas encore regarder maintenant, d'autres vidéos vont vous être proposées dans quelques secondes. En ce qui me concerne, je vous laisse, je vous dis à bientôt sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien et surtout, ne disparaissez pas.